Voilà, je vais lire la suite du bouquin. Les élèves français, censés construire leur propre savoir depuis la loi de 1989. L'école doit permettre à l'élève d'acquérir un savoir et de construire sa personnalité par sa propre activité. N'ont réussi qu'à installer leur ignorance, preuve que la transmission des savoirs du maître destitué alors de cette tâche première était nécessaire et indispensable. Les manuels scolaires proposent aux enfants un regard très orienté sur l'histoire et la politique. Par exemple, le choix de ce qui est dit ou non, intégré ou pas, est fondamental. La manière de parler des Lumières et de la Révolution française est ainsi souvent un exemple caricatural, montrant une sorte de chemin unique qui ne pouvait qu'être suivi par des gens civilisés, tandis que tout ce qui concerne le XXe siècle vise à montrer combien tout autre mode de pensée serait dangereux pour le bien, autrement dit la démocratie libérale et représentative telle que nous la connaissons. Cet outil pédagogique fondamental n'est pas un simple support de transmission des connaissances, puisque par son contenu, il participe non seulement à l'instruction, mais également à l'éducation, par la transmission de manière plus ou moins explicite de modèles de comportements sociaux, de normes et de valeurs. UNESCO 2008. C'est-à-dire qu'il renferme un aspect cognitif et un aspect idéologique, et c'est ce qui donne au manuel scolaire un pouvoir considérable. À travers les connaissances, mais aussi à travers les opinions sur l'organisation sociale et politique d'un pays, le manuel comporte des appels qui s'adressent à l'élève, lui suggère ce qu'il faut aimer et respecter et ce qu'il faut haïr et mépriser. Le manuel participe ainsi à la construction du système de valeurs de l'élève. Il lui transmet des modèles d'identification, lui trace des idéaux et l'oriente, contribuant ainsi au renforcement de son surmoi. Anzar, 1984, cité par Cromer et Hassani Idrissi, 2011. Ainsi, les textes et les illustrations véhiculés dans les manuels constituent des références pour ces utilisateurs et contribuent à la construction de leur représentation sociale. C'est pourquoi ils intéressent les chercheurs qui, le plus souvent dans une perspective historique et sociologique, analysent le contenu textuel et iconographique des manuels scolaires en tentant de savoir, par exemple, comment certaines périodes délicates de l'histoire y sont abordées et quel traitement pédagogique est fait des sujets les plus sensibles de nos sociétés. C'est au lendemain de la Première Guerre mondiale que les préoccupations concernant les manuels scolaires commencèrent à sourdre, et c'est la Société des Nations qui, la première, en cherchant les moyens de lutter contre les stéréotypes, les préjugés et la xénophobie, s'est penchée sur la question des manuels et des valeurs qu'ils véhiculent. Pour cela, elle fit en 1925 une proposition pour l'analyse et la révision des manuels, suivie de plusieurs actions préliminaires qui n'aboutirent qu'en 1937, date à laquelle 26 États signèrent une déclaration concernant l'enseignement de l'histoire, mais les plus puissants gouvernements refusèrent de permettre à des représentants et d'autres experts d'autres pays de prendre position sur leurs propres affaires en matière d'éducation, et d'empiéter sur la liberté académique et professionnelle des enseignants et des auteurs de manuels. La Seconde Guerre mondiale a vite fait de mettre fin à 2 décennies d'efforts pour l'amélioration des politiques éducatives et l'apaisement des tensions internationales, mais l'UNESCO, dont Julian Huxley a été le premier président dès sa création, vint poursuivre et élargir les activités entreprises par la Société des Nations. Dès la première conférence générale de celle-ci, ils lancèrent un plan d'action pour l'amélioration des manuels et des moyens d'enseignement. Ils publièrent en 1949 un guide intitulé La réforme des manuels scolaires et du matériel d'enseignement, comment les mettre au service de la compréhension internationale. Ce guide présente une liste des critères pour la révision et l'écriture des manuels scolaires en vue de promouvoir la compréhension internationale. L'UNESCO ne cessera d'organiser des colloques afin de réunir les auteurs de manuels, les enseignants et les représentants des autorités de l'éducation afin que ceux-ci se concentrent sur l'identification et l'élimination d'erreurs factuelles et de préjugés manifestes, d'omissions délibérées et de distorsions. La tâche principale consistait à analyser les textes, à comparer les résultats, à les rattacher aux acquis de la recherche universitaire et à formuler des recommandations qui, le plus possible, rendent compte de façon positive des relations mutuelles.
et fournissent des listes de questions non traitées et de points de vue inacceptables. D'autre part, subissant logiquement depuis 30 ans l'application de cette loi ubuesque, des élèves devenus enseignants se retrouvent aujourd'hui dans l'incapacité de transmettre des savoirs qu'ils ignorent, non pas parce qu'ils seraient plus sots que leurs aînés, mais parce que l'institution les a privés de l'accès à une instruction de qualité aussi poussée que leur permettrait leur capacité et de leurs efforts. Source: La destruction de l'école primaire, Ouest-France, 4 janvier 2021. Depuis une quarantaine d'années, la prévention de l'échec scolaire est devenue une des préoccupations majeures de l'école, et ce dès la maternelle. Des études statistiques récurrentes indiquent que si la préscolarité longue est bien corrélée à la réussite scolaire ultérieure, elle ne permet pas de réduire les inégalités sociales devant l'école. Connaissez-vous l'expérience de la troisième vague? C'est une étude expérimentale du fascisme menée par le professeur d'histoire Ron Jones avec des élèves de première du lycée Cooperley à Palo Alto, Californie, pendant la première semaine d'avril 1967, dans le cadre d'un cours sur l'Allemagne nazie. N'arrivant pas à expliquer à ses élèves comment les citoyens allemands avaient pu laisser le parti nazi procéder au génocide de populations entières sans réagir de manière notable, Ron Jones décida d'organiser une mise en situation. Il fonda un mouvement nommé la troisième vague de Third Wave, dont l'idéologie vantait les mérites de la discipline et de l'esprit de corps, et qui visait à la destruction de la démocratie, considérée comme un mauvais régime en raison de l'accent qu'elle place sur l'individu plutôt que sur la communauté. Cette expérience se termina par un drame. Je vous invite à lire le livre de Todd Strasser pour mieux comprendre l'histoire. N'avons-nous pas affaire, nous aussi, à une puissante vague, une vague planétaire, celle du commerce des vendeurs assoiffés de proies, de prospects, à qui ils pourront vendre des produits dont ces derniers n'ont pas forcément besoin ni même les moyens, sans entrer dans un enseignement d'ordre sans accoutrement en commun, quoiqu'une certaine tenue vestimentaire est conseillée. Les formations et cursus commerciaux, marketing ont explosé, créant des armées d'employés prêts à tout pour de l'argent, pour se sentir exister au travers du pourcentage de commission. Pour quelques euros bien souvent, ils raquettent des pauvres personnes qui ont déjà du mal à finir leur fin de mois. Des contrats en veux-tu, en voilà. Les dégâts ne sont pas les mêmes que si c'était un formatage pour rejoindre une communauté totalitaire. Mais au fond, ces jeunes qui se retrouvent à escroquer, perdre leur empathie, le sens du respect, du vivre ensemble. Ça n'est pas un phénomène nouveau. Ce qui surgit, c'est le nombre de postes qui se sont ouverts dans ces branches-là. Et pour ceux qui résistent à ce démarchage, au porte-à-porte téléphone, il leur faut encore faire preuve de prudence quand ils passent commande sur Internet, car ils subissent un dropshipping massif de pseudo-influenceurs, de créateurs de sites éphémères. Un bon nombre de jeunes ne veulent plus apprendre ni se projeter dans une carrière d'un travail manuel, car ils se calquent sur les modèles de réussite qui leur sont proposés. Et la solution gagnante présentée est celle du commerce situé un peu plus haut. C'est tout un conditionnement qui est opéré avec des méthodes déshumanisantes, décrites comme étant miraculeuses, la règle des 3 oui, l'entonnoir, le langage verbal et paraverbal, tout est calculé. Il n'y a plus de place au naturel. Le seul objectif, c'est de vendre, même si la personne en face doit s'endetter. Il faut vendre, alors certains formateurs font mine d'avoir de l'éthique, mais leur empathie s'est évaporée au fur et à mesure qu'ils étaient chauffés par les ventes. Divertissement, endoctrinement. Le cinéma apparaît à la fois comme le miroir de la société, il la reflète, il la met en scène, il en livre une représentation, et à la fois comme son éponge. Il s'en imprègne. Il s'en imprègne et il n'est finalement que le produit des représentations sociales, des luttes, des rapports sociaux en cours. Le film peut être le réceptacle et en même temps le diffuseur des représentations, des fantasmes, des tabous d'une époque. Le film donne à voir une image censée être véridique et plus saisissante qu'une photo. Le cinéma est fascinant. Il peut nous motiver à faire des actions. Qui ne s'est pas retrouvé à la sortie d'une séance à vouloir être un trader impitoyable comme dans Le Loup de Wall Street, pour les plus jeunes à se prendre pour un agent espion à la suite d'un James Bond 007,
Le cinéma nous rend malléables. À un moment, il peut aussi servir à nous moraliser, nous faire prendre conscience d'enjeux politiques. Seul contre tous, racontant le scandale dénoncé par l'incroyable Catherine Bolkovac, humanitaire, un monde meilleur de danger pour nos libertés Snowden. Il peut être un moteur pour nous inspirer à changer le monde, à innover, et malheureusement peut aussi être repris à des fins beaucoup moins avantageuses pour le monde. Hitler l'a très bien compris dans Mein Kampf. L'art de la propagande consiste à être capable d'éveiller l'imagination publique en faisant appel aux sentiments des gens, en trouvant des formules psychologiquement appropriées qui attirent l'attention des masses et toucheront les cœurs. L'image sous toutes ses formes, jusqu'au film, a encore plus de pouvoir sous ce rapport. Là, l'homme doit encore faire moins intervenir sa raison. Il lui suffit de regarder et de lire tout au plus les textes les plus courts. Le cinéaste Leni Riefenstahl, en filmant les grands rassemblements nazis, Nuremberg 1934, Sieg des Glaubens, et les Jeux olympiques de Berlin en 1936, Olympia 1938, met en pratique les principes édictés par Hitler, quel que soit le mode utilisé, documentaire, fiction, actualité. Il existe une intention, une idéologie, une interaction avec un message. Les actualités cinématographiques en période de conflit, tente de dissimuler ou truquer les nouvelles favorables à l'ennemi. Ceci dans chaque camp. Dans ce contexte, les images filmées sont souvent détournées par le cadrage ou le commentaire ou par le fait qu'elles sont sorties de leur contexte. Les films de fiction ont également été enrôlés dans l'effort de guerre, que ce soit en 1940 à 1945 ou aujourd'hui avec la guerre en Irak. Durant la Seconde Guerre mondiale, on a fait appel à de grands réalisateurs hollywoodiens pour faire des films de propagande grand public. En 1942, le général George C. Marshall ordonne la création du Army Pictorial Service, APS, au sein du US Army Signal Corps, pour produire des films destinés à l'entraînement, l'endoctrinement et les loisirs des forces américaines et alliées. L'APS va produire plus de 2500 films durant la guerre. Aujourd'hui encore, les autorités américaines financent certains films de fiction grand public qui défendent leurs idées et positions. Exemple, The Sum of All Fears, 2002. Depuis le succès des films, les grands partis politiques n'hésitent pas, même en démocratie, à utiliser ce média populaire à des fins de propagande à destination de leurs militants, en commanditant des films partisans, courts ou moyens métrages, des documentaires ou de simples extraits de discours bien montés. La production de films militants n'est pas que négative, mais ces dernières peuvent être à double tranchant. Ce sujet sera développé dans un autre chapitre, notamment sur le mouvement de libération des femmes des révoltes étudiantes de l'immigration. Pour ceux qui se posent la question de savoir ce qu'est un contenu de propagande, je pense que nous pouvons le définir comme étant une utilisation et manipulation des moyens de communication des sciences de l'information de masse visant à propager un point de vue idéologique et donc à influencer les personnes à qui s'adressent ces contenus. Pour que le film soit efficace, il doit répondre à quelques critères simples. Le montage est primordial pour créer l'émotion, donner un sens, contribuer à former les représentations et les mythes d'une société, répéter inlassablement les thèmes principaux. Un autre élément des plus importants dans cette création de sensationnalisme, de pathos, c'est la musique de fond, accompagnant des images choquantes, émouvantes, répugnantes. Le film, comme l'affiche, utilise le principe de simplification, d'ennemis uniques, la règle du grossissement qui consiste à gommer la moindre nuance, à accentuer, à exagérer, surtout à ne pas détailler. Son discours doit être à la portée de tous. Selon Gustave Le Bon, les foules ne pouvant penser que par des images ne se laissent impressionner que par des images. Seules ces dernières les terrifient ou les séduisent et deviennent des mobiles d'action. Les films d'animation deviennent aussi des armes de propagande durant la Seconde Guerre mondiale. Au Japon, les films d'animation défendent et expliquent la politique expansionniste du pays en Asie et en Asie du Sud-Est. Ces films exaltent le héros japonais qui triomphe de tous ses ennemis. Ces derniers sont souvent tournés en dérision. Aux États-Unis, des Pearl Harbor, Disney et les studios Warner doivent vulgariser les enjeux du conflit, développer la fibre patriotique, stigmatiser l'ennemi.
par ses ressorts propres et sa mise en scène attractive. Le dessin animé est alors un formidable instrument de manipulation. Il acquiert un pouvoir d'influence considérable et devient un allié important de la propagande politique. Les dessins animés emploient la caricature animalière dans la tradition des fables de La Fontaine. Ainsi, Hitler est le grand méchant loup, car le loup, toujours porteur de symboles négatifs, représente tout ce qui a toujours suscité la peur dans le monde occidental. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, à très bientôt pour une prochaine vidéo.